êtes sur Télésud, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Mardi 17 avril, voici les titres. Au Cameroun, l'ancien Premier ministre Inoni Ephraim a passé sa première nuit sous les verrous avec un autre ancien ministre, Marafa Hamidou Yahya. Ils sont accusés de corruption. Un rassemblement à Paris et à Abidjan pour le 8e anniversaire de la disparition du journaliste franco-canadien Guy-André Kiefer en 2004 à Abidjan. Dans ce journal, le témoignage de la fille du journaliste. Et puis au Soudan du Sud, un campement de l'ONU a été bombardé par l'aviation soudanaise à la frontière des deux pays. Bilan 7 morts et 14 blessés. Nous y revenons dans un instant. Mais avant, ouvrons avec la nomination de Cheikh Modibo Diarra. Il est désormais l'homme de la transition au Mali après le coup d'État du 22 mars dernier. À 60 ans, le nouveau Premier ministre, qui aura les pleins pouvoirs, doit former un gouvernement d'union nationale dans un pays dont les 2/3 sont occupés par le mouvement national pour la libération de l'Azawad d'un côté, les groupes islamistes de l'autre. Depuis plusieurs jours, le nom de l'astrophysicien et président de Microsoft Afrique depuis 2006 était cité parmi les futurs hôtes de la primature. Au Cameroun, première nuit en prison pour l'ancien Premier ministre Inoni Ephraim et l'ancien ministre de l'administration territoriale Marafat Hamidou Yahya. Les deux hommes sont soupçonnés de détournement de fonds publics dans le cadre de l'affaire Albatros, du nom de l'avion présidentiel qu'a acheté Paul Biya en 2004. Correspondant sur place, Dorothée Ndoumbé. Convoqués au parquet par le juge d'instruction, les deux prévenus ont été conduits à la prison centrale de Kondengui à la suite de leur audience respective. Marafa Hamidou Yahya, qui était jusqu'en décembre 2011 ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, et Inoni Ephraim, ancien Premier ministre de décembre 2004 à juin 2009, sont soupçonnés de détournement de fonds publics dans le cadre de l'affaire Albatros, une opération d'achat de l'avion présidentiel lancée en 2001. Quelques Camerounais rencontrés dans les rues de Yaoundé se réjouissent de ces arrestations. Vraiment, je suis très content, je suis très fier, c'est agréable. Marafat, il nous mérité ce sort. Parce que depuis longtemps, on attendait ça. Ils sont impliqués dans l'affaire Albatros. Et depuis la fin du temps. Donc ça m'arrange pour moi, jeune Camerounais, que ces deux baobas aillent à Kondengui. C'est une leçon qu'on est en train de donner à tous ces détourneurs, tous ces gens qui sont en train de nous faire mal. Cependant, il demande surtout que l'argent détourné soit remboursé et que les arrestations se poursuivent. Il y en a encore qui sont probablement en fonction. Donc on attend effectivement que cette affaire aille jusqu'au bout. J'aurais entendu dans un certain média, dans des médias hier, que Yamohamed serait aussi entendu. J'aimerais qu'on l'arrête. Les arrêter, c'est une bonne chose. Mais aller jusqu'au bout en est une autre. Les arrêter plus tôt. Je préfère qu'on saisisse plutôt leur bien. Parce que nous, on veut cet argent. Cet argent qu'ils ont détourné peut amener plusieurs Camerounais à cet état, au moins du paludisme sans payer un rond. L'affaire Albatros a déjà conduit à l'arrestation de plusieurs personnalités, dont l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, Jean-Marie Atangana Mebara, ou encore l'homme d'affaires et ancien administrateur provisoire de la Camer, Yves-Michel Fotso. Les principaux leaders de l'ex-opposition Guinée-Bissau ont finalement pris leur distance avec les auteurs du coup d'État du 12 avril, moins de 24 heures après un accord pourtant passé par leur propre parti avec la junte. Les 5 candidats de l'opposition ont fermement condamné le soulèvement militaire et exigé le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Je vous propose de les écouter. De manière solennelle, nous condamnons fermement le coup d'État militaire du 12 avril et nous exigeons le retour rapide à un ordre constitutionnel. Nous les condamnons et voilà, nous sommes là en train de contester ce que s'est mal passé avec les élections.
Un mot à présent sur la disparition, sur le 8e anniversaire de la disparition du journaliste franco-canadien Guy-André Kiefer en 2004 à Abidjan, qui a été marqué par un rassemblement dans la capitale économique ivoirienne en présence de son épouse, aux anges Silou Kiefer, qui a d'ailleurs rencontré ce mardi le Premier ministre Janou Aosso Kouadio et le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Je rappelle que le journaliste indépendant a disparu le 16 avril 2004 sur un parking d'Abidjan alors qu'il avait rendez-vous avec Michel Legré, beau-frère de Simone Gbagbo, l'épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo. Un rassemblement a également eu lieu ce lundi à Paris où s'est réunie une trentaine de personnes, dont Canel Kiefer, la fille de Guy-André. Je vous propose de l'écouter. Il a été enlevé quand même dans le moment d'un contexte géopolitique assez dur et conflictuel, avec le gouvernement Gbagbo qui est très impliqué dans cet enlèvement. Et du coup, ça fait qu'il y a énormément de témoins qui avaient été trouvés au début, qui ont disparu ou qui se sont rétractés. Et que depuis 8 ans, le juge Ramel explore énormément de pistes pour essayer de trouver ce qui lui est arrivé. Là, ma mère a rencontré les avocats qui sont sur place en Côte d'Ivoire et qui s'occupent du dossier. Elle a pu échanger avec eux. Donc ça permet vraiment de rencontrer un maximum de personnes, ce qui n'avait pas pu avoir lieu avant. Et on poursuit avec ce bombardement à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud. 7 personnes ont été tuées et une dizaine d'autres blessées à Mayom. La mission des Nations Unies qui estime que l'attaque visait sa base a aussitôt déployé un hélicoptère pour le transfert des victimes vers un hôpital de Bentouy, Paternongolo. C'est proche de cette base des Nations Unies dans la ville de Mayom située à la frontière entre le nord et le sud qu'a eu lieu l'explosion. 7 personnes ont été tuées et quelques autres blessées. Il y a eu beaucoup de victimes. Nous avons perdu 3 personnes sur place. 17 ont été admises à l'hôpital. 4 autres sont mortes dans la nuit et 14 autres sont encore en vie. On compte 2 cas graves qui ont été recensés ce matin à Bentouy et ce sont les dernières victimes. Les victimes en majorité femmes et enfants ont été aussitôt transférées vers Bentouy, la capitale de l'État de l'unité pour des soins intensifs. Lorsque les gens ont su qu'il y avait un hélicoptère, ils nous ont demandé d'évacuer en priorité les personnes gravement touchées. Ce sont des victimes civiles. Pour le responsable de la mission des Nations Unies, c'est une attaque qui visait leur base. Les éclats d'obus ont endommagé l'un de nos 2 moteurs qui devront être remplacés. Ils ont également endommagé des fenêtres et quelques installations. Depuis la séparation du Nord et du Sud-Soudan et l'accession du Sud à la souveraineté nationale, plusieurs attaques ont été perpétrées. Cette dernière fait suite à l'occupation de la ville de Eglig et ses champs de pétrole par l'Armée populaire de libération du Soudan, SPLA. 40 ans qu'elle existe, 40 ans qu'elle n'est pas appliquée. La loi sur le port du casque obligatoire sur les 2 roues, un arrêté préfectoral du 1er avril dernier, est donc venu rappeler les usagers à l'ordre, faute de quoi les sanctions peuvent être très lourdes. Maximien Ngbenou. Tout est parti de l'arrêté du préfet des départements de l'Atlantique et du littoral, où se situe la ville de Cotonou, la capitale économique du Bénin. Arrêté préfectoral en référence au décret numéro 72-113 du 27 avril 1972, prescrivant le port obligatoire du casque par les conducteurs et les passagers des engins à 2 roues et assimilés. 40 ans après la prise de cette décision salvatrice pour les populations, la remise en vigueur du port de casque devient effective. Après la date butoir de cette mise en application, les populations s'activent pour ne pas tomber sous le coup des sanctions prévues dans ce cadre. Si tout le monde arrivait à porter ses casques, comment serait la circulation? C'est bien de porter les casques, mais est-ce que les conditions sont réunies? Plus de 3500 cas d'accidents sont enregistrés au Bénin, occasionnant 400 à 600 morts. Tous les responsables de la sécurité publique et de la circulation routière sont mis à rude épreuve pour accompagner cette décision. Tout citoyen des départements de l'Atlantique et du littoral qui voudra utiliser une motocyclette doit avoir son casque. S'ils sont 2, chacun doit avoir son casque. Le cas échéant, ils auront affaire à la police et à la gendarmerie. Les populations sont appelées à changer leurs habitudes, mais restent butées aux surenchères qu'entretiennent les vendeurs de casques. C'est trop cher.
Il dit à 12 000, je n'ai pas encore pris, je ne pense pas l'acheter. Franchement, si c'est à 12 000, je ne peux pas l'acheter. Ça, avant même, nous on prend ça jusqu'à 1500. Avant. Même maintenant, là, ça aussi, c'est vrai. Le message, désormais, est connu de tous. Chaque citoyen est censé connaître la loi. Ne pas la respecter peut entraîner de lourdes sanctions. Et on se quitte sur ce concours gastronomique organisé dans le département de Didiéville en Côte d'Ivoire. Il s'agit de désigner la meilleure femme en matière de cuisine africaine dans la région et ainsi pérenniser la tradition africaine culinaire qui tente à disparaître. Mathias Zakamé. Pour clore les festivités de la fête pascale dans le canton Anzikli Nord, ce week-end a été mis à profit par les cadres pour faire des dons, pour dire merci à leurs parents et organiser un concours culinaire dans la nouvelle sous-préfecture de Molonou-Blé pour désigner la meilleure femme en matière de cuisine africaine. À cette occasion, le tam-tam parleur garant de la tradition baoulé est sorti pour dire merci à la population pour sa mobilisation pendant le Pakinou. On a, je crois, atteint notre objectif de ce jour. Il reste 2 autres actions à mener, à savoir la remise des dons et la remise de matériel aux populations et aux communautés religieuses. Je crois qu'à ce stade des festivités, je suis heureux qu'on ait pu mettre en œuvre ce qu'on a prévu. Le concours culinaire a regroupé plusieurs femmes cette année, dont 5 d'entre elles se sont distinguées pour la finale. L'objectif visé de ce concours culinaire, appelé trophée en langue baoulé, est de pérenniser les valeurs africaines en matière de cuisine. Les candidates doivent utiliser les mêmes ingrédients, dont des tubercules d'igname, de la tomate, de l'oignon africain, du champignon et autres ingrédients sans utiliser au préalable du sel, du cube magie pour faire sortir un plat délicieux. Nous avons choisi le gnagna parce que c'est une sorte typique du pays baoulé. Quand on dit gnagna, c'est le baoulé avec le foutu igname, qui est une tubercule vraiment très répandue dans le pays baoulé. Et avant nos parents, quand tu veux inviter une personne qui t'est chère, c'est le gnagna accompagné de foutu igname. C'est devant un jury composé de 6 personnes que ces braves femmes ont exposé leur savoir-faire et au finish, Dame Kofi Adjoa l'a emporté. Les candidates ont reçu chacune plusieurs lots et le cap est mis sur Trophée 2013. Et c'est ainsi que s'achève cette édition, mais avant de la clore, je vous rappelle l'information principale développée dans cette édition. L'ancien Premier ministre camerounais Inoni Ephraim a été arrêté au cours de l'opération Épervier de lutte contre la corruption. Il est accusé de malversation financière dans le cadre d'une transaction pour le compte de l'ex-compagnie aérienne camerounaise Camer. Voilà la fin de ce journal. Tout de suite, la suite de vos programmes sur Télé Sud. Bien sûr, demain, retrouvez Patricia Dreline. À très bientôt sur notre chaîne.